Bonsoir, ils sont présents lors des petites et des grandes catastrophes en France comme à l'étranger. Ce sont les hommes de la sécurité civile. Ils sont médecins du SAMU, secouristes, pompiers, sapeurs-pompiers, militaires du génie, maîtres chiens, pilotes d'hélicoptère ou encore pilotes de Canadair. Sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, ils sont en état d'alerte permanente 24 heures sur 24. Leurs ennemis, eh bien, ce sont les éléments naturels, l'eau, inondations, cyclones, le feu, les feux de forêt, les feux de maquis en Corse notamment, les tremblements de terre un peu partout dans le monde. Leur raison d'être, eh bien, c'est de soulager les souffrances et de sauver des vies. Leur idéal, c'est dans le fond un monde plus solidaire. Sécurité civile, les commandos de l'espoir, c'est un document de zone interdite. Tout juste âgé de 3 mois, Demet a passé 46 heures sous les décombres. C'est un miraculé. Bon, s'il vous plaît, que personne n'entre dans le périmètre, à l'exception des militaires français, ok? Frère, à chaque fois, je veux que tu me répondes, d'accord? Ouais. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Tamam güzelim. Sen şimdi telefonunu arayayım, tam onu söyle bana. Deprem oldu. Annem burası ne bekliyor bir tane bak. Annem bu hepsi dışarıdalar. Le toit du garage qui est un peu là. Arrosé. Une vie, ça vaut pas des hectares de forêt. C'était une dure journée. Tout appareil confondu, on a fait à peu près 350 treuillages. Soit des personnes en difficulté, même voire certaines en danger. Le matin, on a tout treuillé des personnes qui étaient sur des arbres ou sur des poteaux. Ces hommes de la sécurité civile, eh bien, nous les avons suivis pendant plusieurs mois et jusqu'à ces tout derniers jours dans le sud de la France auprès des populations sinistrées. C'est pourquoi d'ailleurs, comme ils sont dans l'actualité, nous avons décidé de diffuser ce document avec quelques semaines d'avance. Nous nous sommes attachés aux missions remplies par les 1500 militaires de la sécurité civile. Ils sont à la sécurité civile ce que le GIGN est à la gendarmerie, en état d'alerte permanente, spécialisés sur les missions d'extrême urgence, les missions les plus difficiles. Ces militaires secouristes sont basés à Nogent-le-Rotrou, près de Paris, à Brignoles, dans le Var, ainsi qu'à Corté, en Corse. Ils sont sur le terrain environ 180 jours par an. Nous étions avec eux en Albanie, auprès des réfugiés du Kosovo, au printemps dernier. Ils ont également lutté contre le feu en Corse cet été. Ils ont enfin dégagé des survivants dans les décombres du tremblement de terre en Turquie. Et puis le week-end dernier, eh bien, ils ont encore sauvé des vies dans le sud de la France, dévasté par l'eau et par la boue. C'est un document de Philippe Poiret. D'abord, il y eut la tempête. Une tempête venue de la mer. Des bourrasques chargées de pluie. Sur le Grand Sud, un déluge d'apocalypse. Et puis, l'eau tombée du ciel s'est mise à dévaler les montagnes. Des contreforts des corbières, des torrents de boue, fracassent, arrachent tout sur leur passage. Maisons, arbres, ponts, rien ne résiste à cette force de la nature. Le temps d'un week-end, la mort est tombée du ciel. Alors, pour protéger les hommes et les biens, des sauveteurs sont arrivés. C'était une dure journée. Tout appareil confondu, on a fait à peu près 350 treuillages. Soit des personnes en difficulté, même voire certaines en danger. Le matin, on a tout treuillé des personnes qui étaient sur des arbres ou sur des poteaux, sur des voitures également. Et dans l'après-midi, après, c'était surtout sur des maisons. On a sorti des gens qui avaient de l'eau pratiquement au premier étage. Et donc, ils étaient sur les toits, ou sur des terrasses, ou sur des mezzanines. Déclenché simultanément par les préfets des 3 départements, Pyrénées-Orientales, Aude et Tarn, le plan Orsec mobilise 2000 sauveteurs, renforcés par des centaines de bénévoles. Dans la seule nuit du vendredi au samedi 13 novembre, les sapeurs-pompiers, l'armée et les 12 hélicoptères de la sécurité civile effectuent près de 3500 sorties. Comme cette petite fille, ce sont plus de 2000 personnes qui sont arrachées à la furie des eaux. Chassés de leur maison, de leur village, des milliers de sinistrés. 3500 à avoir tout perdu, abrités dans les salles communales. À l'heure des premiers bilans, c'est l'Aude qui paie le plus lourd tribut. 2 tiers du département ont été totalement dévastés. 50 routes coupées, 28 ponts détruits. Sur la ligne Toulouse-Narbonne, des centaines de mètres de voies arrachées. Tout un département défiguré,
Et ce sont des vies aussi que ces inondations exceptionnelles ont brisées. Estagel dans les Pyrénées-Orientales. Ici, en 20 minutes, la rivière qui traverse la ville est montée de 3 mètres. Personne de la ville, là, ici dans le coin, là. Quand je vois tout le laborieux, là, un coup de pelle, ça part tout de suite, quoi. Quelques heures après la catastrophe, la sécurité civile est déployée sur le terrain. À sa tête, le capitaine Grotte. Priorité dans l'urgence, dégager la boue. Mais pour cela, il manque de moyens. Monsieur le préfet, capitaine Grotte, commandant l'unité de sécurité civile numéro 7 de Brignoles du Var. Quand vous êtes arrivé, c'est vous qui êtes arrivé parmi les premiers ici? Tout à fait. Enfin, moi, j'ai eu 2 champs, notamment. J'étais engagé d'abord d'un premier temps sur Rivesaltes et sur Saint-Laurent-du-Var. Oui. J'ai un de mes lieutenants là, qui est ici présent en ce moment. Hier, a évacué de 3h du matin jusqu'à 11h l'après-midi à peu près 270 personnes. En revanche, je rencontre quand même certains problèmes. Les problèmes, bon, c'est des problèmes de futilité, je dirais, mais c'est un peu anormal, j'arrive pas à comprendre. Lorsque je demande d'avoir 30 pelles et avoir 30 raclettes simplement, il n'y a pas moyen. Je sais que monsieur le maire ici, je l'ai vu tout à l'heure, il essaie de faire de part et droite, de partout à droite et à gauche, de tout faire pour en avoir. Bon, c'est pas évident à avoir. Le problème que je vais rencontrer ici... Concrètement, vous avez besoin de quoi? Des moyens de TP léger, quoi, je dirais, de quoi tracter, notamment des tracteurs, des tracteurs chaleur. Là, je viens d'en avoir un. Des engins de travaux publics. Tout à fait, oui, regardez, j'en ai un là ici, ça y est, je viens d'en avoir un. Il me faut des moyens de transport, mais légers aussi. Un simple coup de téléphone et le préfet du département réquisitionne plusieurs engins de travaux publics. Dans le village, les 30 militaires de la sécurité civile travaillent le long de la rue la plus sinistrée. Et partout dans la région, le même spectacle. Pour ces soldats, la tâche est énorme. Il faut panser les plaies, tenter d'effacer les stigmates de la catastrophe. Dans cette école maternelle, pas une salle de classe n'a été épargnée. Une dizaine d'hommes est chargée de nettoyer. Ça se termine là, les gars? Ouais, ça se finit. Mobilier, livres, jeux, tout a été dévasté, souillé par des tonnes de boue. Nous sommes sinistrés à 85-90%. Nous avons pratiquement tout perdu. Je n'ai plus un seul morceau de papier, je n'ai plus un stylo feutre. Nous n'avons plus rien, pratiquement plus rien. Nous sommes découragés en même temps. Bon, il faudra repartir parce que heureusement que les enfants vont nous stimuler à nouveau et que pour eux, on va redémarrer parce que c'est l'amour des enfants qui va nous faire repartir. Aujourd'hui, nous ne les avons pas et c'est peut-être pour ça que nous sommes un peu ce soir fatigués, las et les bras ballants parce qu'il y a 3 jours que nous nettoyons. La pelle et le balai, la tâche est ingrate. Le travail des sauveteurs de la sécurité civile est pourtant indispensable à tous les sinistrés. Ils sont l'espoir de ceux qui ont presque tout perdu. La porte était fermée à clé, là? Ah, elle s'est arrachée, là. On s'est arraché. Et vous étiez ici? J'étais en haut, au deuxième étage. Ouais. Non, pas parce que de là, ça fait les gens. Non, on ne peut rien faire. Hein. Et l'eau est montée jusqu'où? Bon. Enfin, plus de peur que de mal. Pour vous. C'est que matériel. Pardon? C'est que matériel. Oui, ce n'est que matériel, c'est le principal. C'est le principal. Bon courage. Ces sauveteurs que tout le monde remercie sont des soldats. Des militaires sans armes, tous engagés volontaires. Ils ont choisi de secourir. Depuis 20 ans, sur tous les terrains, ces 1500 hommes répondent présents à toutes les détresses. Messieurs, bonsoir, merci beaucoup. Parce que sans vous, on aurait vraiment, je sais pas combien de temps on y aurait mis, hein, mais vraiment sans vous, on s'en serait pas sorti. Parce que là, vous avez fait un boulot pas possible. Merci beaucoup de tout notre cœur, hein, vraiment. Un grand merci à tous. Merci à vous. Allez, bonsoir. Merci, parer à l'urgence, mais aussi se préparer à des sinistres presque annoncés. Corse,
juillet 99. Ces mêmes militaires de la sécurité civile entament leur campagne de 3 mois de feu. Comme chaque année, durant cette saison à haut risque, ils renforcent les pompiers locaux. Qui ça? Bah écoute, tu dis qu'on est vraiment dans la merde et qu'il va falloir énormément de moyens terrestres, apparemment. Pas de renfort de moyens terrestres, mais des moyens aériens. Les moyens terrestres... j'ai plus le temps de te répondre, hein, salut. Partis en reconnaissance, l'adjudant-chef Pagès et son chauffeur sont surpris par la virulence des flammes. Le parking d'une bergerie va leur servir de refuge. Bloqués en contrebas, les 20 hommes de la section sont impuissants. Les flammes barrent la route. Cyril Pagès va devoir affronter seul le danger. T'as quelque chose ou quoi? On va arriver à passer là-bas? Là, à mon avis, il faut mieux qu'on reste par là. Hein. On se mette là. Hein. Faut pas derrière la voiture, là. Baissez-vous, baissez-vous. Avance la voiture, serre-la là. Le maximum. Vas-y. J'avance la voiture jusque là. Vas-y, avance. Voilà, c'est bien, impeccable. Laisse, comme ça, mais... Écoutez les enfants, hein, pour l'instant, faites ce que vous pouvez. Moi, je suis dans les flammes. On essaye de faire ce qu'on peut. Hein. Oui, parle. Ouais. Moyen, ils sont les trois, ils sont bloqués en dessous pour l'instant, ils peuvent pas venir. Hein. Faut qu'ils passent comme nous, hein. Qu'ils se mettent à l'endroit où le laisser passer. Ouais. Dans l'action, plus encore que les lances à incendie, la radio reste le premier outil de Cyril Pagès. Pour lui, c'est le seul moyen de rester toujours en contact avec ses hommes. Ok les enfants, bon bah ça va un petit peu mieux, on y voit un peu plus clair. Bon, dès que vous pourrez passer, bah ma foi vous passez. Hein. Là, on s'est fait un peu chaud. Super, à le pied. Bon, pour indication, le feu il est sous la route là. Ouais, il nous a sauté la route comme il faut. Bon, écoutez, hein, s'il est sur vous, les enfants, vous reculez, hein, reculez. Reculer, car même coupé de ses hommes, la priorité c'est avant tout la sécurité, éviter les drames, notamment le coup de fumée, l'asphyxie. Là, pour l'instant, on essaye déjà de sauvegarder nos personnels et nos matériels. Après, on va voir après. C'est le plus important. La sauvegarde des personnels, oui, tout à fait. Une vie, ça vaut pas des hectares de forêt. Bon, 31 de 13, on va y aller là. Le feu est maintenant passé, il a sauté la route. Cyril en profite. À bord de son véhicule de commandement, il rejoint ses hommes, stationnés seulement quelques centaines de mètres en contrebas de la bergerie. Engagement dangereux. Ok, reçu, donc on fait 100 pailles là pour la montée en puissance moyen terrestre. Je réitère la demande de moyen aérien. Allez. Ah, il est pas chaud. Il fait chaud la route. On va dire qu'il fait chaud. Franck, à mon avis, c'est là qu'il va falloir passer. Tu vois, quand le feu il va trouver un peu moins de maquis et que là-haut il va passer, il va descendre à contre-vent. Là, c'est là qu'on peut passer, sinon on passera pas. Il s'agit désormais de passer à l'attaque, de reprendre l'initiative sur le feu qui avance. Allez, les enfants, les camions, prêts à partir. Hein, si jamais je vous dis, allez-y, il faut y aller vite. Hein. Casque, cagoule, complet. Hein. En quelques secondes, les flammes s'emparent du maquis. Tout est rouge, la route se transforme en un gigantesque brasier. Ouais, c'est maintenant, alors, les enfants, allez-y, hein. C'est bon. Hein. À gauche, je suis la ligne blanche, Ouais, c'est maintenant, maintenant. Hein. Je suis bien la ligne blanche. À tous les conducteurs, vous suivez la ligne blanche du milieu, il n'y a personne qui descend. Pour 13 passés, hein. La colonne de 7 véhicules remonte à départementale 81, direction la décharge municipale de Piana. Il y a 3 heures, c'est de là que tout serait parti. Ok, 32 aussi Demandez à 33, il est derrière. Ok, 33, c'est bon Moi, je suis derrière 31, il y a 32 normal derrière moi. Ok, 35, c'est bon Ah, c'est bon, on va passer. Ok. Les flammes ont déjà parcouru plus d'1 hectare de maquis. À la manière de commandos, par petits groupes de 3 ou 4, les sapeurs déroulent plusieurs dizaines de mètres de tuyaux. But de la manœuvre, éviter que le feu ne se propage. Et pour cela, il faut jouer avec le vent, anticiper sur son trajet.
Devançant les flammes, les hommes vont arroser tout ce qui pourrait nourrir le feu. Oh, il n'y a plus de tuyaux dans le portage. On va aller chercher. Pour ces hommes, le feu est une guerre. Et dans ce combat, il y a plusieurs stratégies. Ça, c'est le domaine du chef de section. Radio à la main, juché sur son promontoire, il dirige l'assaut. On ne peut pas voir parce qu'on ne peut pas détacher les moyens comme ça. Hein. Si ça, on le laisse partir, après on est emmerdé. Hein. Voilà, à mon avis, on y est pour un bon moment. Hein. Un bon moment. C'est reparti là-bas, on traite toute la lisière droite, on va redescendre jusqu'à la route qui est là-bas. Et comme ça, on va être tranquille. Une fois qu'on aura traité, on va basculer vers le haut là-bas. Au moins, on va faire un travail propre. Voilà, c'est ça le but. Pas faire n'importe quoi. Ah, c'est bon, on va descendre. Au fur et à mesure, on descend. Il va retomber dans le maquis. Il n'y a pas trois couillons qui descendent. Et il va rentrer dans le maquis. Attendez, il faut y aller doucement. Au fur et à mesure. On a déjà. On verra les résultats, il n'y a pas de problème. Hein. On verra les résultats, menace cet habitant. Les coups de gueule des Corses qui ne comprennent pas toujours la stratégie employée, Cyril n'en a que faire, il connaît son métier. À 41 ans, il entre dans sa 10e campagne de feu. Retour à Aspreto, dans la banlieue d'Ajaccio. L'une des 7 bases avancées de la sécurité civile en Corse. C'est là que Vulcain 13 a pris ses quartiers d'été. Une trentaine d'hommes, toujours prêts à entamer une nouvelle bataille contre leur ennemi. Quand tu fais un feu, le but c'est d'essayer d'être plus fort que lui. À certains moments, on est plus fort que lui, puisque heureusement on l'arrête. Mais il y a des jours où il est plus fort que toi. Et tu prends l'exemple là, il y a 24 heures, il fait 2000 hectares, il est plus fort que toi. C'est comme si t'avais déjà, tu vois, au jeu d'échecs, tiens, le jeu d'échecs. Comme si t'avais déjà mangé un fou, une tour, un cavalier. Puis après, il te reste juste... il te reste encore la reine. La reine, c'est les Canadaires. La reine, c'est ça, c'est les Canadaires. Et la reine, elle essaye de combattre. Mais quand le vent est trop fort, et puis quand la nuit tombe, la reine, elle se fait manger. Et là, tu y es. Et tu y es. Et là, la reine, elle sert plus à rien. Toi, tu vois, tu es le roi et tu essayes de te déplacer. Tu te déplaces petit à petit, comme ça. Tu essayes de combattre. Et le roi combat. Jusqu'à temps que le roi gagne. Et quand le roi a gagné, la partie est gagnée. Et en Corse, durant l'été, les incendies sont presque quotidiens. Le lendemain, sur l'aéroport d'Ajaccio. Départ de feu dans le 2B. Départ de feu dans le 2B. En bordure de piste, le casque, centre avancé de la sécurité civile en Corse. Sur le tarmac, en permanence, 3 Canadair et un avion de surveillance, venus spécialement de Marseille pour la saison. Oui, Pélican 31. Oui, je te dis que tu pars dans le 2B. Apparemment, c'est assez virulent. Sur zone le COS, sur la 23. Et contact avec sur la 31 avec le CODIS. Oui, un instant. D'accord, bon, on va prendre de l'eau, on va passer. Ok, et sur zone, t'as 98 également. Depuis cette salle de commandement sont coordonnés tous les moyens aériens et terrestres de la sécurité civile déployée en Départ Corse. de feu dans le 2B. Base aéronavale d'Aspreto, le casernement de Vulcain 13. Quand ils ne sont pas sur le terrain, c'est là que vivent les hommes de l'adjudant-chef Pagès. Tu m'as pris ma douche! Bravo! Tranquille! Cyril Pagès surveille ainsi chaque départ au feu. C'est sa façon d'éviter toute excitation, tout énervement, l'autre ennemi du pompier. Dernière inspection avant le départ. Avec ses 30 hommes et ses 7 véhicules, la section doit être autonome. Si besoin, elle est capable de rester 6 jours sur le terrain. Alors pas question d'oublier quoi que ce soit. Une bouteille d'eau est aussi importante qu'une cagoule ou qu'une tronçonneuse. Allez, à tous les 13 en avant. Dans cette guerre du feu, en Corse, la sécurité civile dispose d'un joker, le Canadair.
À Ajaccio, ils sont trois avions capables de larguer 6 tonnes d'eau à chacun de leur passage. On a les volets 15, et ben tu vas pouvoir sortir les écopes. Ah si, comme sorti. Ouais, on le voit. Bengale 98 de Bengale. Les 3 Canadiens prennent de l'eau. Commune de Saint-Antoine, dans la banlieue d'Ajaccio, à moins de 3 km du centre-ville. Vulcain 13 arrive sur les lieux avant les avions. Là encore, le feu est en progression le long d'une route. Tu ne peux pas tirer, tu n'as plus de longueur de LDT. Toujours positionné au-dessus du feu, au moyen de sa radio, l'adjudant-chef Pagès dirige la manœuvre. La stratégie, couper la tête du feu. Il faut l'isoler, créer un périmètre de sécurité, des murs d'eau pour lutter contre les flammes et mettre le feu en quarantaine. 32. Regarde, en dessous de la murette. 31 de 13. À tes 15 heures, là. Cette lisière aussi. Hein. Ouais, affirmative. Mais là, il y a le gros talus. Hein. Ouais, bah en haut du talus, parce qu'il y a des petites fumées. Il faudra traiter quand même. Hein. Ah, mais regardez, vous voyez avec le conducteur, il peut venir la traiter, là. Ouais, je vais voir. Ok, ça va. Canadien, on est sur le feu et on attend les instructions. Vous avez le feu vert pour la suite. Bon, vu, armé. Ok, tu as les volets 15, dès maintenant on t'opère, tu es à l'eau par contre. Ouais, tranquille. Putain, il est virulent ce con là. Ouais, il est bien, il me plaît bien. Il est prêt au largage. Top, rien. Il est concombre là. Ça évite le travail de combien d'hommes, ça, l'intervention d'un Canadien? Déjà, c'est des heures là. Des heures de travail, je sais pas. Quand ils traitent comme ça, bon là, ils vont y larguer 3-4 fois, mais je travaille de 1h30 à 2 heures de travail, ouais. Non, c'est vrai que si on les avait pas, dur. Hein. Et là, ils sont très forts. On voit presque le nom du pilote. Aux commandes, André Billot, ancien pilote de l'aéronaval, 18 campagnes de feu en Corse. Bon, le 31, je me présente même endroit. Dans leur cockpit, voilà comment les deux pilotes vivent un largage. On est toujours plein volet, on est armé. Une ligne haute de tension en plein milieu. On est 15, vers 15. Je la vois la ligne. Hein. Ok, ça marche. On est armé au topère, les 4. On va taper là, tu vois, au départ. Là. On a la ligne à passe. Oui, on est bien. La puissance. Dans les airs, les pilotes de Canadair sont aussi de parfaits observateurs. Leurs informations sont précieuses pour les troupes au sol. La partie la plus nord-ouest, là, ça fait 2 largages qu'on fait dessus. Ça doit être une souche, hein, ça continue à fumer pour envoyer quelqu'un. Ok, tout à fait. Je m'étais faire une reco, donc j'ai vu la piste. Je pense que je peux libérer un véhicule, je l'envoie. Je vous remercie. C'est bon, 32, mais tire. Je voudrais que tu tires rapidement, parce que là-bas, c'est en train de repartir et il ne faudrait pas que ça nous échappe. Hein. Qu'est-ce qu'on peut craindre dans ces cas-là? Là, en reprise, hein. On dit tout va bien, tout est calme, et puis là, un petit coup de vent, et puis paf, ça part. Et puis, comme le vent est orienté en plus comme ça, à la pleine est, là, il s'en va directement sur les maisons, il redescend sur Ajaccio. Oh les gars, on a la vitesse, c'est bon, hein? Hein? Vitesse, on l'a vu. Tiens, tu te mets un peu. Allez, fini, hein. Trois heures plus tard, le combat se termine. Le feu semble totalement circonscrit. Une fois encore, la technique de la terre mouillée a payé. Bon, ben c'est bien mouillé au-dessus. On va rentrer sur Ajaccio. Moi, je te souhaite bonne chance. Ok, bien reçu. Je vous remercie. Alors. Corté. Avec sa famille, Cyril habite la ville depuis 1995. Dans les albums photos, souvenirs de première mission. La première opération, eh ben, c'est septembre 89, Hugo. Voilà. Le cyclone Hugo ravage la Guadeloupe.
C'était bien, quoi. Bon, tu vois, une case retournée. Pof, tu la remets sur ses quatre pieds. Tu tronçonnes. J'ai jamais entendu tronçonner de cocotiers de ma vie. Hein. Là, les cocotiers, on a tronçonné un paquet. Hein. De toute façon, les gens qui soient dans le besoin à l'étranger ou en France, quand ils sont dans le besoin, tu sais, rien que quand tu arrives comme ça. Et bon, chez eux, c'est ravagé. Je veux dire, tout est détruit. Il y a de l'eau partout, il y a de la boue partout. Et les gens, ils sont là, ils sont tristes, quoi. Et quand tu repars, quand il y a un sourire, le sourire des adultes et le regard des enfants aussi qui sont là, c'est magnifique. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Toi, ça m'en fait des frissons quand j'en parle. Ça n'a pas de valeur. Il est toujours amené à partir à droite, à gauche. Il a des jeunes, des jeunes sapeurs qui doivent régler souvent des problèmes. Il joue en même temps l'assistante sociale, le militaire, le pompier. Il joue un peu tout, en fait. Hein. Puis on appelle souvent parce qu'il y en a un qui a un problème, il faut le régler. Donc c'est vrai qu'il est tout le temps parti à droite, à gauche pour ça, mais bon. Vous passez combien de temps sur le terrain? On va dire sur des grosses années, entre 110 et 150 jours par an, parti de la maison, plus ou moins. Bon, je le savais dès le départ, puis il faut s'adapter, c'est un rythme de vie. On a toujours vécu comme ça, donc ouais, moi ça me... Et je pense que souvent, toi, c'est des questions qu'on se pose. C'est tiens, est-ce que si on vivait tous les jours comme ça, est-ce que ça pourrait durer? On se pose des questions des fois. Je pense qu'on en arrive à se dire que ça serait difficile. Oh non. Je suis fière aussi de son métier, donc... Ouais. Je suis fière de son métier, je suis fière de ce qu'il fait, et puis donc... c'est une acceptation au départ. Et tout, je pense que dans il ne l'a pas imposé. Hein. J'ai mon fils qui a 13 ans, c'est sûr que lui, bon, je sais pas s'il le fera, mais il dit qu'il aimerait bien faire pompier son métier. J'ai mon neveu, j'ai un de mes neveux, c'est pareil, qui aimerait bien faire pompier son métier, parce que par rapport à ce que les gamins se racontent entre eux, quoi. Ils disent mon père il fait ça, mon père. Les enfants c'est ça en plus. Ils disent, ils montrent le plus beau, quoi. Ma fille, c'est pareil au départ quand on dit qu'est-ce que tu veux faire? Moi je vais être pilote de Canadair ou pompier. C'est ça, c'est des enfants, c'est parce que bon, ils ont la chance. C'est vrai qu'on a la chance de vivre dans un milieu qui est exceptionnel, je veux dire. Le quartier Chabrière à Corté. Le QG de la sécurité civile en Corse. Lundi, 7h30 du matin, la cérémonie des couleurs. Ensemble. Une caserne des militaires. Et pourtant, le vrai patron ici, c'est le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. C'est un petit peu le bilan du week-end qui a été très dense. Ça s'est bien passé, je vous félicite. Et je tiens à joindre à mes félicitations celle du ministre de l'Intérieur. Je le cite. Votre courage et votre compétence ont permis de maîtriser les sinistres que vous avez eu à combattre simultanément avec la même détermination. Je tiens à vous féliciter personnellement en vous remerciant pour votre dévouement, votre abnégation et votre sens du service public. Fin de citation. Les prévisions météo de cette semaine sont équivalentes à celles qu'on a connues ce week-end. Donc attendez-vous à ce que ça bouge encore pas mal. En attendant la prochaine alerte, comme un air de vacances sur cette autre base avancée de la sécurité civile en Corse. L'un des maillons essentiels de la prévention des incendies, toujours placé sur les lieux à haut risque. Surveiller, détecter et attaquer au plus tôt les feux, c'est le travail de ces hommes. Au cœur de l'été, dans une pinède, en bord de plage face à la célèbre citadelle de Calvi, ils sont une quarantaine ce dimanche. Tous sont venus pour souffler un peu. 2 jours de repos, 4 jours sur le terrain, c'est le rythme imposé dans chaque campagne de feu en Corse. Jean-Sébastien Guignard, 27 ans, lieutenant. Il s'est engagé dans la sécurité civile il y a 3 ans. Avec sa compagnie, lui aussi a gagné le droit de se reposer. C'est une phase qui est importante où ça nous permet de souffler, puisque bon, on est prêt à durer presque 3 mois en campagne feu de forêt. Donc c'est un bon moment. Le fait d'être avec son groupe de repos, ça permet d'avoir une cohésion au sein du groupe, de resserrer les liens. Parce que bon, sur un feu, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Il peut très bien y en avoir un qui tombe par terre parce qu'il prend un coup de chaleur, un coup de fumée. Et puisque ce petit gars-là, il va falloir aller le chercher s'il faut. Hein.
Et dans ces cas-là, c'est là où il y a les liens. Et puis 3 mois de campagne, c'est 3 mois où les gars sont constamment ensemble. Hein. Donc il y a des fois il y a des tensions, des fois ça se passe bien. Et donc faut gérer tout ça. Quelques jours plus tard, sur la route d'Aléria, au cœur de la plaine orientale, la région viticole de Corse. Jean-Sébastien et sa section sont engagés sur la nationale 198. Il est 11h du matin. Bon, 221. Bon, ce que tu fais là, c'est que tu mousses ça là déjà, tu mousses tout ça là. Puis tu avances, on l'a, nous on est derrière. Donc maintenant il faut avancer. Le feu menace plusieurs habitations, notamment cette coopérative viticole. Bon, de 21, tu passes devant de 22. Allez, 222, Tanguy, viens avec moi. Une fois encore, l'ennemi numéro 1, c'est le vent. Il faut donc anticiper. Aux commandes de ce chantier, comme on dit chez les pompiers, Jean-Sébastien va placer ses 3 véhicules de part et d'autre de la chaussée. 2 équipes protègent les bâtiments et chaque foyer naissant doit être systématiquement attaqué et circonscrit. Le dernier véhicule est en charge des bas-côtés de la route. Ils doivent être inondés, le feu ne doit pas passer. Pour commander la manœuvre, l'officier est en contact radio permanent avec chacun de ces véhicules. Là, j'ai mes 3 engins qui sont engagés, je peux pas tout faire, mais je vais rendre compte au COS. Je vais faire quand même une repos, quand même, juste pour voir si c'est pas des cracks, parce que bon, à force de courir dans tous les sens, on va pas réussir à faire quelque chose de bien. Hein. À 221 de 22. À 2 mètres. Bon, ça se passe comment pour toi, là? On essaye de mouiller, mais bon, c'est difficile à éteindre. Hein. Ouais, je sais bien. Hein. En fait, le chantier, il s'élargit au fur et à mesure avec le vent, parce qu'on a un vent qui vient du nord. Donc il le pousse vers le sud, et là on se retrouve avec quelque chose où on court entre la route quoi. Donc autant sur la gauche qu'autant sur la droite. Donc on jalonne au fur et à mesure sur la route de façon à le stopper au fur et à mesure. Après 1 heure de lutte, les 3 maisons et la coopérative sont sortis d'affaire, mais le danger est plus loin à cause du vent. Le feu porte maintenant son attaque à 1 km au sud. Les flammes menacent une station-service. Il y a une ligne derrière, il faut se démerder, hein. Faut pas qu'il passe plus loin, ce feu. Vas-y, balance la clé de portage. Allez. Fonce, maintenant. Ah, la pression. Malgré la mise en batterie de 3 lances à incendie pour lui couper la route, le feu embrase un champ mitoyen. La station-service est maintenant totalement encerclée par les flammes. L'urgence, protéger bâtiments et surtout citernes. Oh, il y a le garage, le toit du garage qui prend feu là. Arrosez. Immédiatement, le lieutenant Guignard appelle 2 hommes en renfort. Là où il y a la go, ben voilà. Voilà, tu vois la fumée, hein. Non, vers là-bas, voilà. Il y a l'arbre là-bas. Sur la route, la fumée très épaisse interdit maintenant toute circulation aux riverains. Là, il va descendre jusqu'à la mer. Il y a 5 ans, ça a été le même top. Il y a du maquis, il y a des pins, hein, il y a de tout. Hein. Il y a des animaux, il y a des bêtes, il y a des brebis, il y a de tout. Hein. Ouais, mais il n'y a pas assez de moyens, enfin il y a beaucoup de feux aussi. Hein. Voilà. Hein. Elle a brûlé la maison à Sauvageon? Elle n'a pas brûlé. Il y avait 2 chiens, vous ne savez pas s'ils ont pu les sauver? Je ne sais pas. Voilà, au niveau de la station-service, ça devrait être bon. Elle a été protégée. Maintenant, le problème, c'est qu'avec le vent, ça part dans les 2 sens encore. Donc là, il semblerait que le feu soit passé au-dessus de la maison et qu'il soit encore en train de menacer encore autre chose derrière. 4 heures de lutte déjà et un feu qui ne cesse de progresser. La menace s'est encore déplacée. Cette fois à plus d'1 kilomètre, mais toujours en direction du sud. Seule solution, une noria de camions-citernes déployés tout au long de la route. Au total, dans un périmètre d'une dizaine de kilomètres, plus de 200 hommes, militaires ou civils, luttent contre les flammes. Arbousiers, pins, vignes, le feu mange tout et menace maintenant une entreprise
de matériel agricole. Ah, il faudrait que ça baisse un petit peu, mais pas y croire. Hein. Ah, c'est tout qui prend, c'est la vigne, c'est le petit, c'est le gros, c'est tout le monde qui va trinquer, hein, c'est clair. La vigne à côté, ça y est, c'est fini, hein, la récolte de raisins. Après, on dit que tous les agriculteurs, ils pleurent tous pour avoir des subventions pour pouvoir survenir à leur travail. Est-ce qu'on voit ça, on les comprend, ces gens-là? Sacrifice de tout le travail de l'hiver, du printemps, puis voilà, il n'y a plus rien. 18h. Devant l'ampleur du sinistre ce jour-là, une autre section de la sécurité civile est demandée en renfort, ainsi que plusieurs casernes de pompiers. Car le long de la nationale, plusieurs départs de feu ont été signalés. Là encore, ils doivent être attaqués au plus vite. 23h. Le vent est enfin tombé. Les 33 hommes du lieutenant Guignard ont installé un bivouac au bord de la nationale. 12 heures après le début de leur intervention, le premier repas chaud. Ils se préparent à passer la nuit en veille sur le terrain. Demain matin, on fera le petit-déj. Petit-déj et puis on mettra en place pour essayer de faire la douche. On va installer des lits peut-être pour cette nuit? Non, on va dormir dans les véhicules pour l'instant. Ou alors on va essayer de voir dans le hangar. On est là au moins toute la nuit en surveillance. Parce que bon, ça a été un chantier qui a été assez important. Et ils annoncent du vent cette nuit, donc il suffit qu'il y ait un peu de chaleur, puis voilà, hein, ça repart. Hein. 1h du matin, les prévisions météo étaient justes. Quelques rafales d'un vent soutenu et en quelques minutes, les flammes ont raison d'une bergerie. Une fois encore, pour le lieutenant Guignard, le signe que le feu demeure un combat de tous les instants, où rien n'est jamais réellement acquis. La preuve aussi que face aux caprices de la nature, l'homme doit toujours se remettre en question. Le soir, bon, on analyse la situation. Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'était pas bon. Ou alors j'ai fait ça, mais ouais, c'était bien. Enfin, on peut prendre des risques. Hein. On peut même des risques qui sont calculés ou plus ou moins calculés, où il y a un facteur chance. Et là, on se dit, bon, bah, faut pas que ça casse, mais il faut que ça passe. Comme je dis, hein, moi je suis parti avec 32. Il faut que je revienne avec 32. Hein. 32 gars sous ma responsabilité, il faut que je revienne avec 32. Hein. La mission ne se terminera qu'au petit matin. Au total, en 36 heures, les flammes auront ravagé près de 500 hectares de maquis et de pinèdes. On retrouve dans un tout petit instant les militaires de la sécurité civile. Vous avez pu juger de leur efficacité en France. Eh bien, ils sont réclamés dans le monde entier lors de grandes catastrophes. Vous allez les voir dans la deuxième partie de ce document, Sauver des vies en Turquie après le terrible tremblement de terre de l'été dernier. A tout de suite. Alors là, je vais te dire, en bourse, si tu n'es pas un gros actionnaire, ben, cours toujours pour qu'on te demande ton avis. C'est pas toi qui disais que pour faire Paris-Lille en 1 heure, on pouvait toujours courir? Papa, t'en as des actions, toi? Eh, papa, t'en as des actions, papa? Non, non, papa, il a pas d'action. La bourse, tu sais, c'est compliqué. Tu disais aussi qu'Internet, c'était prise de tête. On ne gagne jamais rien avec des préjugés. Les petits creux, c'est un vrai dilemme. Un coup, on a envie de craquer et un coup, on pense à son poids. Avec les biscuits taille fine, plus de problème d'équilibre. Ils sont allégés en matière grasse et m'apportent des vitamines. En plus, ils sont savoureux grâce à leurs fruits et je peux rester gourmande. Taille fine, jamais un biscuit ne vous a fait autant de bien. Mais si moi, je préfère le salé. Maintenant, il y a taille fine salée. Olive romarin, sésame ou nature. Nouveau taille fine salée. Goûtez-les, c'est allégé. Fun Radio donne le tempo avec Just the Best, Groove and Dance. 30 bombes réunies sur un double album. Bob Marley remix, Jamiroquai, Will Smith, La Rousseau, Lam, ATB, Meneli, Britney Spears, Kenny Williams, Tarkan, Organize. Just the Best, Groove and Dance, c'est le meilleur, oublie le reste.
L'information, la vraie, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Nokia 7110, le premier médiaphone. Nokia, Connecting People. Oh, j'ai la haine pour Julien. Salut. Julien, tu crois pas que tu vas trop loin, là? Avec ton forfait 20 francs, 20 heures. C'est vrai, ton assistance téléphonique gratuite. Attends, ça fait 1 franc de l'heure. Tu veux qu'on bosse à l'œil ou quoi? Eh, cool. On a eu les félicitations du boss. Mortel. Et oui, chez Club Internet, pour 97 francs par mois, tout est compris. L'abonnement à 77 francs, le forfait 20 francs, 20 heures de communication téléphonique Internet et bien sûr l'assistance. Donne-moi des coups francs, des dribbles, des petits ponts. But! Donne-moi des actions, du jeu, je veux lui ou lui. Donne-moi les foules, le monde à mes pieds, une bicyclette. Non, pas ça, non. Des amortis, des contrôles, attaque l'assassin. Donne-moi vite du FIFA. FIFA 2000, un jeu EA Sport. Parce qu'on n'est plus des esclaves, Nokia 7110, le premier médiaphone. Nokia, Connecting People. Revenons là où tout a commencé. Une nature intacte, source d'authentique et de bien-être. Mangeons vrai. Des produits laitiers biologiques au goût originel. Vrai. Biologique, c'est notre nature. Chérie FM a sélectionné pour vous les plus belles voix volume 3, avec en exclusivité Johnny Hallyday, Florent Pagny, Patricia Cass, Andrea Bocelli, Hélène Ségara et David Hallyday. Les plus belles voix volume 3, une émotion universelle. Il y en a qui disent Parigot, tête de veau. Et moi je dis parisien de l'omelette à Lucien. Le champignon de Paris, il a que des amis. Écoute, c'est sur Énergie. The Corrs, leur nouvel album en acoustique. The Corrs Unplugged, toute la magie des Corrs en acoustique. Chérie FM a sélectionné pour vous l'album définitif de Daniel Balavoine. Un disque universal. En immobilier, pourquoi attendre? Pour bien vendre. Orpi, agence numéro 1, une vente toutes les 4 minutes. Eric Clapton, Chronicles. Le meilleur d'Eric Clapton, avec RTL2. Une jeune chinoise est prête à tout pour sauver son pays et l'honneur de sa famille. Tu nous as tous sauvés. Mulan de Disney en vidéo. Ne pas faire de faux pas. Et puis un jour, découvrir qu'avec e-carrière, Internet peut tout changer, même votre orientation. Cadre online, connectez-vous à votre carrière. Que l'on soit asperge, crabe, œuf, chou. Par amour du goût, tout le monde se retrouve autour de la mayonnaise de Dijon Amora. Amora, par amour du goût. Ce matin, levé 7 heures. J'ai eu envie de partir déjeuner en bord de mer. Route incroyable, avec des virages de rêve. J'ai croisé un bouchon, mais juste croisé. J'ai passé une belle journée. Ah, j'oubliais. Ce soir, Franck m'a demandé en mariage. Nouvelle Ford Fiesta, vivement aujourd'hui. Smell this. Ooh. It's green, it stinks, and it's, hey, boss, Marty! Hey, Marty! Who buys this stuff? It stinks! Well, Fletcher, the people who buy that stinky cheese also buy 92% of the miniature vegetables we sell. Wow, look at the margins on miniature vegetables. How can you know that? She's just making it up. No, I'm not. L'heure
Leur savoir-faire est aujourd'hui reconnu et ils opèrent sur tous les continents. Cyclones, séismes, avalanches, inondations. Depuis 20 ans, les caprices de la nature sont au bout de leur voyage. Du tremblement de terre d'Erevan à celui de Kobe, des ravages du cyclone Hugo aux inondations de Vaison-la-Romaine, de l'incendie de la montagne Sainte-Victoire à la tragédie du tunnel du Mont-Blanc. Partout, ils étaient présents. C'est le métier de ces sauveteurs. 1500 militaires de l'armée française surentraînés, préparés à intervenir dans les toutes premières heures qui suivent les grandes catastrophes. Pour ces commandos de l'impossible, ce sont de véritables courses contre la montre, à chaque fois recommencées. Avec pour seul objectif des vies à sauver, et pour cela, ces soldats sont prêts à tout. Dans les Balkans, l'Europe est en guerre. Derrière ces montagnes au Kosovo, des groupes paramilitaires serbes assassinent et chassent tout un peuple. Des milliers de personnes trouvent alors refuge en Albanie. Face au désastre humanitaire, la France décide d'engager la sécurité civile. Pour la première fois, ces militaires sans armes interviennent sur un théâtre de guerre, comme ici, à Fajsa. En 20 jours, un camp de près de 10 000 personnes est monté de toutes pièces par les hommes de l'adjudant Vasseur. Donc aujourd'hui, je vous explique. Les réfugiés vont arriver. Donc on va s'articuler de la façon suivante. Michel, viens voir. Donc ça sera Berger qui sera avec toi pour la journée. Toute la journée. Toi, Pinot, avec Julia, vous allez vous occuper du fret, essentiellement du fret. Toi, Dean, tu parles anglais? Oui. Bon. Avec Picard, tu vas faire l'accueil des réfugiés. Donc ils prennent en compte les réfugiés. Ils font l'enregistrement style un corpo. Vous prenez les réfugiés, la famille ou le chef de famille et vous l'amenez dans la tente qui lui sera assignée. Dans un deuxième temps, vous l'amenez au niveau de l'ordinaire, c'est-à-dire cette pièce-là, et vous lui expliquez comment, dans un premier temps, ouvrir une ration, comment faire chauffer sa bouffe. Les gens qui font l'accueil, vous allez me faire un drainage de la tente médicale, là, parce que on se croirait en Camargue, là, actuellement. Dès que c'est fini, vous vous mettez à disposition de Michel. D'accord. Ok ? Voilà, c'est bon. Expulsés de leur village, ces premiers réfugiés qui arrivent ont été séparés de leurs parents. Après un voyage de 48 heures, entassés à l'arrière de remorques de fortune, ils atterrissent ici, dans la région de Kukës, à moins de 5 km de la frontière avec le Kosovo. L'histoire de leur vie brisée, c'est l'histoire de tous ici. Chassés de chez eux, rackettés, brutalisés, ils ont eu parfois moins de 5 minutes pour fuir leur maison. Dans un autre camp, les policiers nous ont dit qu'il fallait partir. Ils nous ont dit de venir nous installer ici. De toute façon, là-bas, les conditions étaient très mauvaises. Il y avait de la boue partout, les enfants se salissaient sans arrêt, ils pleuraient sans cesse. Et puis, ils nous ont dit de venir ici. Alors, à la grâce de Dieu, j'espère seulement qu'on sera bien. Dans leur malheur, ces réfugiés ont un peu de chance. Sur cette terre albanaise, le pays frère, ils se sentent un peu comme chez eux. Voilà. Le nom et le prénom, voilà. Non, mais pas toi. Donne-moi la feuille. Pas toi, lui. Toi, tu dis au chef de famille d'écrire tous les noms de sa famille. Aidés par les organisations humanitaires présentes dans le camp, la sécurité civile commence à les prendre en charge. Première étape, l'identification, afin que chaque famille soit rassemblée sous la même tente. Ce coup de tampon marque la fin d'un exode. Pour ceux qui ont tout perdu, la certitude d'avoir un toit, un lit, de retrouver aussi un peu de dignité. 7, 8, 9, ok. For you, it's bed. Come in bed, ok. T'en as assez là, Berger, là-bas? Demande combien ils sont à côté. Avec seulement quelques mots d'anglais, ce soldat français dirige les réfugiés dans leur nouvel exil. Okay. Ça se passe bien, c'est un petit peu le bazar, mais c'est normal, hein. Ce sont les premiers qui arrivent. Ça aurait pu être pire, et puis ça va, ils sont très calmes, très compréhensibles, et on arrive à gérer, ils sont très bien. Ils sont, Pour vous, donc c'est un peu un aboutissement c'est un aboutissement et pour nous et pour eux, surtout pour eux, je crois. Et puis pour le travail qu'on a fourni aussi pendant ces 15 derniers jours, ça fait plaisir de voir aboutir le projet.
C'est la première fois que vous participez à une opération humanitaire de ce type? La première fois que je participais à une opération humanitaire tout court, de ce type ou d'une autre. J'ai choisi la sécurité civile pour justement les opérations extérieures. Voilà, essentiellement les opérations extérieures et les grosses interventions. Aux yeux du monde, ces hommes et ces femmes symbolisent la plus grande catastrophe humanitaire jamais vue en Europe depuis 1945. Durant près de 2 mois, Fajza va accueillir les bannis du Kosovo. Et c'est une véritable marée humaine qui asphyxie tout le nord de l'Albanie. En 1 mois, près de 400 000 personnes y trouvent refuge. Tous les camps du nord sont submergés. Il faut à tout prix les désengorger. La sécurité civile décide donc d'installer un autre camp dans le sud du pays, à Kolonje, à 6 heures de route de la frontière, loin du Kosovo. Dans cette ancienne ferme d'État, 600 personnes y trouvent un refuge. À l'autre bout du camp, une consultation médicale a été installée dans l'une des chambres. 10 mètres carrés, avec une table de cuisine pour les examens. C'est le décor de ce cabinet de fortune, tenu par un médecin et 3 infirmiers. Ben, met une bande pour l'instant et puis elle enlèvera dans la journée. Hein? Ils sont quand même relativement bien, on s'attendait à avoir pire. On s'attendait à avoir pire. Il n'y a pas trop de dénutrition, il n'y a pas de gros problèmes. C'est des problèmes, c'est des maladies qui traînent parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont marché depuis un petit moment. Quoi. Il y a des gens qui sont ici, qui sont partis du Kosovo depuis 10 jours, qui ont marché pendant 10 jours. Donc c'est des petits problèmes, gros problèmes de fatigue en fait. Puis il faut les faire parler. De bien parler, il y a un problème moral. Il faut que ça sorte. T'as été blessé quand? C'était le 1er avril. Il dit que la police serbe, donc l'a blessé le 1er avril 1982. Et tu peux nous dire comment c'est arrivé? Ils ont groupé les femmes et les enfants. J'étais devant chez moi. J'étais le seul homme à ce moment-là. Tous étaient déjà partis. Au village, il ne restait que des femmes. Alors, j'ai essayé de me sauver et ils m'ont tiré dessus. Blessures par balle, mais également des soins plus bénins. C'est le quotidien du personnel médical de la sécurité civile à Kolonje. Infirmier, le sergent-chef Karnemola est arrivé il y a une quinzaine de jours avec un détachement de 60 militaires. Ils ont aussi en charge toute la gestion du camp. Là, c'était une zone complètement merdique. Il devait y avoir un poulailler ou une connerie comme ça ici. Là. Ça pue, on a fait pendre de la chaux. Au moins, ça fait du bien. Le chantier est baissé en cours de construction. Là. Donc, on a réussi à initier ça. C'est-à-dire une zone de WC relativement correcte, parce qu'on s'est aperçu que les gens, au départ, chiaient de partout. D'ailleurs, si tu fais un tour de caméra derrière toi, tu vas voir, tu as des couches culottes de bébés qui traînent, tu as les gens qui chient derrière les bâtiments, et c'est pas terrible, quoi. C'était pas terrible. Alors, quand on sait qu'un adulte, c'est 300 grammes de merde par jour, pour 1,5 litre en moyenne d'urine, c'était relativement infecté, relativement désodorant. Fake. Hein? C'est compris. Ils sont pas aidés par la météo en ce moment. Ils ont entièrement réfectionné la toiture qui était là. Ils ont bien bossé. Ils sont même en train, pousse de luxe, jusqu'à mettre sur la tranchée. Ils sont en train de mettre un faux plafond à l'intérieur pour l'isolation. Donc il n'y a rien de comparable avec ce qu'on a vu au départ quand on est arrivé. Ça faisait pas 3 jours qu'ils étaient là. Là maintenant ça fait 10 jours, ils ont réussi à s'organiser. Ils ont obturé certaines ouvertures. Ouais, ils travaillent bien. Pour oublier cet exil forcé, les rares hommes échappés du Kosovo se sont mis au travail. Dans quelques jours, il y aura ici un réfectoire. 23 heures, un membre d'une organisation humanitaire vient chercher du secours. Un enfant est en danger de mort. Le bébé a été accueilli pendant une nuit à l'hôpital. Il a été rendu à la famille ce matin, sans traitement particulier. Simplement... Le bébé, quel âge? 3 mois. On lui a donné 5 fois du lait en poudre. Aujourd'hui, on nous a montré le lait en poudre. Simplement, il l'a vomi de nouveau. Il n'y a pas du tout d'hygiène. Le bébé est dans des langes en sale état. Il n'y a pas d'eau courante, évidemment. Et le bébé a ses grands yeux caractéristiques, très maigres. Il a encore l'œil vif. Il n'y a pas de traitement complémentaire pour la flore intestinale, pour ceci, cela. On va faire un commando pour aller là-bas. Allez.
Aussitôt, les médecins se rendent sur place, dans un autre camp de réfugiés, à une demi-heure de route. D'après sa mère, le bébé refuse toute nourriture depuis plus de 40 heures. Le thermomètre, vous l'avez mis où? Interrogés, les parents racontent qu'ils ont quitté le Kosovo il y a une vingtaine de jours et qu'ils ont marché presque autant pour se réfugier ici. Il a quel âge? 3 mois. Vous êtes sûr? Il n'a pas chaud, hein, par contre. On va essayer de remballer, on enlève tout ça. On vire tout, la tétine et tout. Premier diagnostic, dysenterie. Sans soins depuis plusieurs jours, l'enfant devra être transporté vers l'hôpital de la ville voisine. Je crois qu'il est pas mal, ce gamin, mais c'est un gamin qui n'a pas été nourri comme il faut. Hein. Ouais. Il n'a pas le prix. Il est hypotrophique, quoi. Hein. Il est hypotrophique et il a une diarrhée, quoi. Mais il est bien tonique. On va commencer par bien l'hydrater, puis on va lui donner. Donc il faut... Regarde ça. La sécurité civile, premier maillon d'une chaîne médicale qui se prolongera quelques semaines plus tard. Ce bébé sera finalement évacué par avion sanitaire vers la France pour y suivre un traitement plus approprié. Retour à Colomiers, le camp des soldats français. Au milieu de la détresse, ces militaires ont tenu à se réserver quelques minutes de détente. Ce soir, l'un des leurs fête son 21e anniversaire. Dans un quotidien fait d'urgence et de drame, un moment presque surréaliste pour les 60 sauveteurs français. Car pour eux, la tâche reste immense. Surtout quand il faut tout réapprendre aux réfugiés. À commencer par le simple fait de se nourrir. Une plat comme ça, t'as 3600 calories, tu pourrais faire 2 repas avec. Eh ben, ils veulent pas le manger. Ils préfèrent manger du pain et du fromage. C'est dommage, on a... Non, il a fallu les... C'est les pains... On a ouvert le paquet sur place, on a fait la dégustation avec eux pour leur faire voir qu'il fallait le manger, quoi. Qu'on pouvait le manger, Ouais. Nous, on l'a mangé, moi, je trouve ça... Non, mais c'est pas les... Qu'on pouvait, même à la limite, qu'il fallait le manger, quoi. C'est goût, c'est bon. Ah, bah si, c'est les toufs chrétiens. Ouais, c'est un peu un stouffe gari comme il y a dans le sud de la France. Mais... orthodoxe, ici c'est plutôt... Oui, ici c'est étouffe musulman. On a les biscottes. Voilà. Ouais, c'est à pas rater. Donne-moi des biscottes. Un peu de propagande aussi. Ah, c'est sûr, au départ, t'arrives, tu craques, tu donnes un, t'en as 10 qui arrivent. Tu donnes 10, t'en as 25 qui arrivent. À 25, t'y arrives plus, quoi. Après, c'est plus gérable. Et puis, il n'est pas possible aussi de prendre sur nos épaules toute la misère du monde. Je veux dire, pour pouvoir avoir une action un petit peu possible, faire notre travail correctement, il faut qu'on mange à peu près correctement, qu'on se nourrisse correctement, qu'on se repose à peu près correctement, pour pouvoir avoir une action positive dans la catastrophe. Si chaque fois qu'on va arriver à un cas particulier, il faut uniquement se braquer sur le cas particulier, et puis compatir au maximum, on va pas y arriver. Il faut savoir faire le pas nécessaire pour pas être au pied du mur, quoi. Mais il faut être humain aussi de temps en temps. Ouais. Mais ça, après, c'est notre problème à nous. C'est le soir dans notre duvet. On adoucit les choses. En fait, on adoucit les choses. Et c'est la cohésion. Ouais. La cohésion, les plus anciens... Il faut savoir tout prendre à la légère. Et après, si on a des scrupules ou des remords, on les garde pour soi, on prend de soi. Méthodique, avec rigueur encore et toujours. De retour à la maison, Alain Carnemola, l'infirmier de la sécurité civile, a raccroché son uniforme. Mai 1999, dans les Balkans, la guerre est terminée. L'OTAN a tenu sa parole, le Kosovo est libéré. Et en ce dimanche, c'est presque un héros que les amis militaires retrouvent pour l'apéro. Ils considèrent qu'aller en Albanie était une chance. Malheureusement, le jour du départ, eux, étaient en manœuvre. Je comprends que les gens nous envient, c'est normal. Les mecs, ils viennent se taper la manœuvre, se taper toute leur mise en condition du matériel. Et au moment où il y a la relève d'alerte, hop, c'est le suivant qui s'en va, quoi. C'est lui qui rapporte la décoration, qui apporte le riz. Les décorations, on s'en fout, ça. On n'est pas là pour la décoration. Ce qu'il nous faut, c'est la satisfaction du travail qu'on a fait. Et puis tous ont envie de bouger. Tous les cadres, même, ont envie de bouger, ont envie d'action. Ils suivent des formations, ils se recyclent, ils ont appris à sauver des gens, ils ont appris à éteindre des feux, et après ils veulent le mettre en pratique, ça c'est normal. C'est une passion, c'est une façon de vivre. Enfin, moi personnellement, je fais pas ça pour la gloire. Je fais ça parce que ça me plaît, puis
Si, le sentiment, pas un petit de gloire, mais on a le sentiment d'avoir fait du bon travail. Ouais. Sophie, quand il rentre, comme ça, il n'est pas un peu décalé? Si. J'ai l'impression qu'il faut le ramener à la civilisation petit à petit. Il est décalé, oui. Il a un flot d'émotions parce qu'on se retrouve, il retrouve les enfants, il retrouve sa maison. Et puis... Mais même au téléphone, je lui parlais de tel jour je vais faire telle chose. Il me dit mais quel jour on est, mais... Ou alors je vais voir telle personne. Mais quelle personne? Il est complètement dans un autre monde. Coincé entre l'autoroute qui mène à Marseille et une pinède, le quartier Couder, l'une des 3 casernes de la sécurité civile en France. Ces sauveteurs sont aux catastrophes humanitaires ou naturelles, ce que les gendarmes du GIGN sont aux prises d'otages, des soldats de l'urgence. Mobilisables en moins de 3 heures, à la demande d'un État étranger et avec l'accord du gouvernement français. Ici, 800 militaires prêts à partir n'importe où dans le monde 24 heures sur 24. Monsieur. Pour cela, ils sont rompus à toutes les techniques de sauvetage. Clignez des yeux. Vous m'entendez? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand il n'est pas sur le terrain, le sergent-chef Carnemola dirige la cellule secourisme. Entre ses mains, tous les soldats vont apprendre les gestes qui sauvent, la raison d'être de ces sauveteurs. L'avantage de la sécurité civile, c'est qu'on fait beaucoup plus de pratiques. On s'entraîne, mais la mise en application, elle est immédiate. Là, ça fait 2 ans que je suis à la sécurité civile, j'ai fait 4 interventions. Donc, c'est un entraînement qui paye. On le met en application de suite. On se forme pour pas se tromper, justement. Pour réagir de la bonne façon au bon moment. Qu'est-ce qui vous diffère des pompiers en général ou des services de secours en général? La structure. Les structures militaires. L'avantage, c'est comme on est militaire, on est immédiatement projetable dans un délai très court. On déclenche une alerte, dans 3 heures, on est apte à partir. D'après le renseignement du commandement des opérations de secours ou des locaux qui étaient là pour témoins, il y aura encore une victime qui se situe sur cette zone. Okay. Donc la mission qui t'est demandée, c'est d'effectuer une recherche à l'aide de ton chien sur la zone qui m'incombe. Entraînement toujours. Au programme, le sauvetage des blêments, l'une des spécialités de la sécurité civile. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est localiser la victime qui serait encore susceptible d'être sur le chantier. Et à l'issue, on va chercher à confirmer par un autre moyen. Donc le vibrascope, c'est-à-dire la caméra, ou alors des moyens d'écoute. Donc là, le chien a marqué de quelle façon? Il peut soit uriner, il peut avoir un comportement inhabituel. D'accord? Voilà. Le chien vient de repérer la victime. Le technicien introduit alors une mini-caméra placée à l'extrémité d'une canne télescopique. Outil indispensable à toute recherche. Sur un tremblement de terre, sous les décombres, il est bien souvent les yeux de la sécurité civile. Bon, c'est bon. Donc la phase d'instruction est terminée. Paris, 17 août 99, 6 h du matin. Les informations, Rémi Sulmon. Bonjour. Les secours s'organisent en Turquie après le violent séisme qui a frappé le nord-ouest et le centre du pays très tôt ce matin. Le bilan provisoire fait état de 5 à 600 morts et de plusieurs milliers de blessés. Un détachement de la sécurité civile française. Aéroport militaire d'Istres, à 1 heure de route de Brignoles, dans l'après-midi. À la demande du gouvernement turc, 60 soldats de la sécurité civile, dont 3 médecins et 4 infirmiers, embarquent dans un avion spécialement affrété, direction Yalova, une petite cité balnéaire de 80 000 habitants, à 50 km de l'épicentre. Selon les premières informations, elle serait l'une des villes les plus touchées par le tremblement de terre. Colombie, Arménie, Mexique, ces spécialistes du sauvetage ont montré leur savoir-faire partout dans le monde. Moins de 15 heures après le séisme, d'ores et déjà annoncé comme l'un des plus meurtriers du siècle, il se lance dans l'opération de la dernière chance. La course contre la montre démarre. Nous ne partons pas pour aller rechercher des morts. On sait que pendant les 48 premières heures, on a toutes les chances, s'il y a des personnes encore vivantes, de les retrouver. Donc le but, c'est aller vite. C'est une course contre la montre. Et le problème, c'est surtout l'eau. L'eau, en principe, à 48 heures après, ça commence à poser de gros problèmes de survie. Mais il suffit qu'il y ait des conditions
particulière. En Arménie, je crois qu'il y a justement des enfants qui étaient en couveuse. Une bonbonne d'eau s'était cassée sur leur matelas qui était en éponge. Et ils avaient aspiré l'eau du matelas pendant 3-4 jours. Ce qui est inconcevable, on n'aurait jamais pensé qu'on pourrait les récupérer vivants, parce qu'on sait que les enfants, plus ils sont petits, plus ils souffrent vite de la déshydratation. La priorité, ça va être, je dirais, il faut savoir, il va falloir analyser la situation. Lorsque vous prenez par exemple le tremblement de terre qui va se passer, c'est passé de nuit. Donc déjà, moi je vais accentuer mes recherches sur les parties de tout ce qui est chambre, parce que bon, les gens dorment la nuit, donc à 3 h au matin, je pense que lors du tremblement de terre, tous les gens, la majorité des gens se trouveront dans les chambres. Donc ça va être déjà ma priorité, à rechercher ces personnes dans les chambres. À partir du moment qu'il y a les moyens nécessaires, donc c'est-à-dire une personne a les capacités à résister, à partir du moment, une fois qu'on est sur la zone et si on entend du bruit qu'elle est consciente, il y a de fortes chances qu'on la récupère. Yalova. Il est 2 h du matin. Dans les faisceaux des phares des voitures, l'étendue de la catastrophe se révèle. Dans des bus mis à leur disposition, les sauveteurs français découvrent une ville en ruine. Des centaines d'immeubles résidentiels disloqués, affaissés. Ici, la secousse tellurique a duré 45 secondes. Quartier du Stadium, le stade de football de la ville. Dans l'urgence, le Croissant Rouge et la municipalité y ont installé un semblant de cellule de crise. Ce sont les premiers interlocuteurs du colonel Bochet-Cannon qui dirige le détachement français. Les Français ont besoin de savoir où se trouvent les quartiers les plus sinistrés. Est-il possible d'avoir des informations sur ces endroits-là? Moi, je suis policier dans cette ville. Je sais où il y a des personnes à secourir. Je peux les emmener sur place, moi. C'est tout près, je peux leur montrer, c'est à 2 minutes. Ça fait 24 heures qu'il y a là-bas un homme coincé. Il dit perdre tout son sang. C'est à 50 mètres d'ici. C'est mon frère qui attend les secours depuis 8 heures. On entend sa voix, il nous parle tout le temps. Sur place, pour l'instant, il n'y a que des gens qui n'y connaissent rien. Il risque sa vie avec eux. On tombe dans le cas particulier, c'est ça le problème. Il faut qu'on trouve des zones où il y ait vraiment beaucoup de personnes éventuellement qui étaient touchées en même temps. Sinon, chaque famille va venir nous voir pour nous demander de soigner ou de tirer un membre de leur famille. C'est pas ça le plus important. C'est à 50 mètres d'ici. On en revient tout juste, nous. C'est vraiment pas loin. Ils n'ont pas d'outils là-bas. Ils n'ont que leurs mains. Ils ont dû arrêter de travailler. On y va à pied. On va faire une reconnaissance à pied à ce moment-là. On fait une reconnaissance à pied à 50 mètres d'ici. Vous regroupez tout le monde là-bas avec les bus. Prêt, hein. J'ai besoin de grottes. Aussitôt, une première reconnaissance par les officiers du groupe. Sans outils, sans chiens ni matériel d'écoute. Il s'agit avant tout de juger de la réalité de l'urgence. Bon, s'il vous plaît, que personne n'entre dans le périmètre, à l'exception des militaires français, ok? Ici. Oui. Bon, alors, maintenant. Juste l'équipe. L'équipe et les gens de l'autre côté. Il faut maintenant localiser la victime, reconnaître le terrain, en clair, savoir si oui ou non la personne coincée sous les décombres peut être sauvée. Seuls l'interprète et le frère sont autorisés à suivre le groupe. Ici, c'est le sol et au-dessus, c'est l'étage. Il n'y a pas de cam en dessous. Est-ce qu'il a des fractures? Est-ce qu'il... Sa main est comprimée? Il est coincé par la main? Qui est mis sur le bras gauche, donc il perd du sang. Et il perd du sang. Il n'y a que le bras. Il y a un problème parce qu'il a mal, il souffre un peu. Tranquille. Là ici, on décharge le matériel, les gens s'équipent, d'accord, et ils vont attaquer le travail tout de suite. Je sais qu'il y a quel degré d'urgence, mais nous on ne peut pas être opérationnel tout de suite là. Il nous faut à peu près 20 minutes, une demi-heure, on est ici présent et on attaque tout de suite. Là, la personne, on peut la sauver quoi? La personne, le problème c'est qu'elle est blessée, on ne sait pas comment pour l'instant le médecin est à côté, il est en train de demander, mais on ne peut pas estimer, on sait qu'il y a un membre de compressé. Donc pour l'instant on peut rien dire. Et tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir, il y a des paroles, donc pour l'instant il vit. Ça va? On l'entend très bien. Je lui ai dit qu'on était des Français, qu'on était là, qu'on est une soixantaine d'hommes pour la localiser. Et elle a compris quand je lui dis ça va, ok ça va. Je tape, elle me répond. Je tape, je l'entends bien.
Pour Selim, ce sauvetage qui se prépare, c'est l'espoir de retrouver son frère vivant. Il est 3 heures du matin, les hommes attaquent le chantier. Le premier sauvetage de la sécurité civile en Turquie vient de commencer. La victime a un nom, Kadir. Avec sa femme, il habitait au rez-de-chaussée de cet immeuble récent. Depuis 24 heures maintenant, il survit sous des tonnes de gravats. Pour les sauveteurs, c'est un travail minutieux qui débute. Première étape, sécuriser le chantier. Un étaiement est mis en place. Grues, bulldozers sont proscrits, jugés trop dangereux. Par crainte des éboulements, le déblaiement s'effectuera à la main. Kadir est prisonnier sous 3 dalles de béton armé. Et en fait, il va falloir qu'on passe par-dessus. Parce que dessous, en fait, là, on est sur le plancher, donc on ne pourra pas l'avoir par là. Si on tape par là, tout va nous tomber dessus. Donc on va essayer de l'avoir par en haut. Mais avant, il faut qu'on dégage tout ça. À mon avis, il est pratiquement contre le mur là-bas, en dessous. Donc on l'aura que par là. Là, elle doit être à 2 mètres, quoi. 1,50 m, 2 mètres, hein. Pas plus. Hein. 2,50 m, ça va être combien d'heures de travail, ça? Eh ben, en fait, ça dépend. Quand j'aurai dégagé la partie supérieure, ça dépendra de ce que je vais trouver sous ce tas de chiffon. Un mousqueton, bah, attends. Un mousqueton. On va le mettre sans verrouillage. Parce que comme ça. Pour les hommes, la progression vers la victime est entravée par 2 lits. En amortissant et en bloquant les planchers de béton, les sommiers et les matelas ont probablement sauvé la vie de Kadir. À 7 heures, les sauveteurs craignent encore une fuite de gaz. Alors pas question de prendre le moindre risque, impossible d'utiliser une scie électrique pour découper les lits. Il faut donc les dégager à l'aide d'un bras de levage mécanique. Une opération simple qui va pourtant nécessiter 1 heure d'effort. Grand frère! Grand frère! Tu m'entends, Di? Il m'entend. Frappe un coup. Frappe un coup. Frappe. Ça veut dire qu'il répond. Oui. Her vurduğunda evet diye bağırsın duyarsa. Frère, à chaque fois, je veux que tu me répondes, d'accord? Oui. Commencez. Tu es d'accord? Oui, il a entendu. 6 heures du matin, le jour se lève sur Yalova. Pour limiter les vibrations des machines, afin aussi d'éviter un effondrement des ruines, c'est une disqueuse à diamants qui est maintenant employée. Morceau après morceau, les dalles de béton sont découpées. Coûte que coûte, il faut se frayer un passage jusqu'à Kadir. Chaleur, poussière, bruit, les sauveteurs travaillent sans relâche. 4 heures de marteau-piqueur et de cisaille à béton, les efforts ont payé. Un mince couloir de 2 mètres de long a été ouvert. Kadir, how are you? Comment vas-tu? Hein? Non, c'est bon, il répond. Ok. On arrive. La victime est en vue. Pendant près d'1 heure, 3 hommes vont déblayer fragments de briques, morceaux de carrelage. Kadir n'a jamais été aussi proche. Can you see the light? Tu vois la lumière? Efendim? Comment? Işık. Qu'est-ce que tu dis? Gözüne ışık geliyor. La lumière? Tu vois la lumière? On voit la lumière. Voilà, bon, ben, on arrive, hein. Juste qu'on arrive. Geliyorlar. Ils arrivent. Mais mettez de la lumière, mettez de la lumière. Can you close? Ferme tes yeux. Ferme juste tes yeux. Ok? Ok, je vois sa main là. Il y a sa main. Ouais. Touch my... Prends ma main. Tu peux. Ok. Il est là, mon adjudant-chef. Ok, bon, ben, on déballe doucement. Ok, pull up. Ok, je tire. Ok? T'inquiète pas. Don't move. Bouge pas, bouge pas. Après, on va le tirer comme ça. Dis-lui qu'il nous laisse faire là. Ok, don't move. Ne bouge pas, ne bouge pas. Je vais retirer tout ça. Ensuite, là, il a un truc de jeu dans le dos, il faudrait essayer de lui enlever là. Ça, je suis en train de chauffer les crampes. Yardım et. Dès qu'il peut pas sur la tête, c'est bon. Kafanı
Essaye de ramener ta tête du côté droit, là d'où viennent les voix. Essaye de te tourner vers nous. Non, impossible. Il peut pas reculer? Reculer. To go back. Ah, get it. Oui, d'accord. Can you go back? Est-ce que tu peux reculer? Va. Hein? Il a encore le bras coincé. On a toujours. Par un mur, c'est-à-dire qu'en fait, il est allongé, comme ça. Il a un mur qui lui bloque le bras à ce niveau-là. Il a dégagé tout. Là, on aurait pu le sortir, mais on peut casser le mur. Ben, on va faire. Il va falloir qu'on fasse des nettement. Les 5 heures collés dessus, on va le sortir maintenant. Voilà, il va bien, il a autrement. Ah non, ça va, ils vont le perfuser quand même. Après, on va lui faire un garrot juste avant de le sortir, avant de le décomprimer. Pas de colonne, pas de... Non, rien. Le bras qui est poussé. Les hommes sont épuisés. Et pourtant, ils refusent d'être relevés. Depuis le début de l'intervention à tour de rôle, ils passent 1 heure sous les tonnes de béton. La température y est maintenant étouffante. Près de 40 degrés. Il pense que vous agissez trop lentement. Emmuré depuis près de 30 heures, Kadir, lui, est déshydraté. Ne t'inquiète pas, Kadir, sois patient. Si tu veux sortir dans les meilleures conditions, il faut résister encore un petit peu. Il faut qu'il s'arme de patience. Vous savez qu'est-ce qu'il veut? Compression. Il veut la machine que vous faites pour faire sortir. Il veut sortir son... Oui, non mais c'est bien. Bon, on a trouvé un système pour sortir son bras. Dites-lui qu'on a trouvé un système. Tu vas pas mourir, mon frère. Non, Kadir, il ne faut pas dire cela. On va te sauver, tout va bien. Tu peux remercier Dieu. Tu es sauf maintenant. 11 de glycémie. Écoute, ils vont bander ton bras avec 2 bouts de bois, juste pour éviter que le bras ne bouge. Je veux plus t'entendre dire que tu vas mourir, compris? Impossible de sortir Kadir. Sa main gauche est coincée entre 2 murs de béton. Il reste combien à casser? Il resterait combien? La perceuse, elle arrive. Ouais. Et en dessous, t'as regardé par en dessous? Ça a été où au niveau du dessous? C'est pareil. Pareil? Ouais, justement, j'ai essayé d'attaquer par en dessous quoi, avec la perceuse. Mais sinon, c'est qu'il faudrait carrément que je me mette sur lui, quoi. Pour que je puisse la prendre à 2 mains. Non, c'est pas une question de temps, Moi, Toby me dit qu'il faut creuser pendant 10 heures, on va toujours creuser pendant 10 heures, ça pose aucun problème, c'est pas une question de temps. C'est une question d'efficacité, quoi. C'est de savoir si le temps qu'on va passer dessus va être bénéfique pour le patient, quoi. C'est toujours le pour et le contre, quoi. Contre lui, c'est que de toute façon, il va perdre sa main. Ça, c'est clair. Pour lui, c'est qu'il supporte bien encore. Et le chirurgien, faut le trouver, hein. C'est ça aussi, je suis persuadé. Si en passant un pied de biche, un pied de biche court, en essayant de forcer sur la brique du dessous, donc là il y a la main qui est comme ça, qui est prise entre les deux, passer le pied de biche là, forcer sur celle du dessous, ou de ce côté-là. Ah ouais, sur les deux cailloux. Soit forcer pour la casser, ou forcer pour l'écarter. Ouais. Enfin bon, pour l'écarter, il va falloir écarter beaucoup parce qu'elle est quand même bien serrée. Bon. On arrête? On va arrêter. On laisse tomber. Le constat des sauveteurs est clair, il n'y a pas de solution. Ils ne peuvent arracher Kadir à sa gangue de béton. L'amputation de sa main gauche est maintenant inéluctable. Mais cette terrible décision, ils ne peuvent la prendre seuls. C'est à Céline, le jeune frère, de se prononcer. Il faut agir rapidement parce que la chirurgie c'est long. Il faut faire vite. Ta décision c'est quoi? Il faut prendre une décision. Il faut que tu prennes ta décision. Docteur, qu'est-ce que vous me conseillez? Je comprends rien à ce qu'on me dit. En clair, c'est soit sa vie, soit une partie de son bras. On est obligé de couper sa main. C'est tout ce qu'il reste à faire. Il n'y a pas le choix. Ils sont obligés de lui couper la main. Si tu veux qu'il vive, il n'y a rien d'autre à faire. Sa main doit être coupée. Il dit qu'il est d'accord pour couper sa main, quoi. Il est tout à fait d'accord, quoi. On pourrait le voir, quoi. T'inquiète pas, ils vont vraiment essayer de le sauver.
Ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir. Ne t'inquiète pas. Sur le chantier, l'équipe chirurgicale est prête. Kadir est maintenant réhydraté, anesthésié et placé sous monitoring. Pour amputer la main, le chirurgien doit opérer à plat ventre, à travers une ouverture d'à peine 50 cm dans le mur de béton. Pour l'équipe médicale turque, le travail va durer 2 heures. Allez, poussez-vous, faites de la place. Allez, poussez-vous, dégagez, on va le sortir maintenant. Faites de la place, poussez-vous. Allez, poussez-vous. Attention les roulettes. À Yalova, ce mercredi 18 août, Kadir est la seconde personne à être secourue par les sauveteurs français. Dans le même quartier, à quelques centaines de mètres à peine, une femme vient d'être retirée vivante des décombres en début d'après-midi. Laissez-le un peu, laissez-le un peu. C'est bon, il va Il y a une personne qui est restée. Transporté vers le stade, Kadir va être évacué dans quelques minutes par hélicoptère. Direction un hôpital d'Istanbul. C'est dans la cour d'un collège de la ville que les 60 militaires français ont installé leur quartier général. Pour des raisons de sécurité, ils campent à l'extérieur, car la terre tremble encore à Yalova. En moins de 24 heures, pas moins de 120 répliques. Près de 36 heures après le séisme, l'armée turque et les équipes de secours se déploient dans la ville. Heure après heure, le bilan, loin d'être définitif, s'alourdit. Déjà, plus de 300 immeubles détruits. Mais la violence du séisme n'explique pas tout. Des promoteurs sont mis en accusation. Ils ont construit sans permis. Pire encore, par appât du gain, ils ont grignoté sur les matériaux. Ciment, béton, rien n'est conforme. Sur le stade de la ville, un hôpital de campagne a été installé par le Croissant-Rouge. Devant d'anciens vestiaires, la liste des morts et des disparus. Déjà, y sont inscrits plus de 300 noms. Minuit, au numéro 7 de la rue du Muguet. Ici, il y a moins de 48 heures, s'élevait un immeuble de 5 étages. 3 ans de construction, et quand la terre s'est mise à trembler, le bâtiment s'est écroulé en moins de 10 secondes. Dans le trou, 2 sauveteurs viennent de sortir un sac contenant les biberons et les langes d'un bébé. L'enfant a été repéré, il est vivant, prisonnier du béton. Il y a, c'est ça, en gros, ils sont allongés, il y a 2 cm au-dessus, ils sont couchés sur le sol, et entre le plafond et leur tête, il y a 2 cm. Dans le boyau, 2 hommes s'attaquent aux tiges d'acier qui obstruent le passage. Là, on est le premier, donc il est entre le... Sauf hors du toit, on est entre le 6e et 5e niveau. Là, on creuse entre 4 et 3. D'après nos renseignements, on a 2 mètres à creuser. Donc ça fait en gros un étage pour la descendre. Il faut les sauver. Il faut les atteindre. Ok, vous pouvez prendre le bébé. Si tu peux le prendre. Ok. C'est bon. Descends de toi, tu vas. Hein? Il dira que le bébé avait un problème avec la tête. Il dira que c'est une bonne fois que le bébé était un peu rigide de la tête. Tout juste âgé de 3 mois, Demet a passé 46 heures sous les décombres. C'est un miraculé. Le 3e à être sauvé par la sécurité civile. Cette image
fera le tour du monde. Durant une semaine, Demet va symboliser le drame de tout un peuple. Le médecin diagnostique une raideur suspecte de la nuque. Le bébé est aussitôt évacué. Jeudi 19 août, deuxième jour de recherche. Les sauveteurs français travaillent maintenant dans la partie ouest de la ville, l'une des plus dévastées. Le capitaine Bernard Grotte, 33 ans, commande la première compagnie de sécurité civile de Brignoles, 120 professionnels du secours, mobilisables jour et nuit, pour être dépêchés sur les points chauds. Tremblements de terre, cyclones, pollution, inondations et surtout incendie constituent son pain quotidien. Allez les gars, c'est parti, il nous en reste encore une, allez! À Yalova, il dirige les 5 sections d'intervention, au total plus d'une cinquantaine d'hommes, dont la mission est de sauver des vies. Dans les décombres de cet immeuble, selon les rescapés, il y aurait 50 corps au moins. Après 3 heures de fouilles, les hommes qui travaillent dans les ruines en ont repéré 17. Pour l'équipe de secouristes, il va falloir percer près de 10 dalles de béton avant d'établir le premier contact avec un survivant. À la manière des mineurs de fond, ils ont creusé un tunnel de près de 8 mètres pour accéder jusqu'à lui. Le médecin demande qu'on envoie le scope. On envoie le scope parce que d'ici 5 minutes... Choisis en raison de leur petit gabarit, 2 jeunes sauveteurs ont la tâche redoutable de s'enfoncer dans le boyau. Durant 3 heures, ils vont percer, creuser, sectionner. 8 mètres pour rejoindre la niche de 40 cm où la victime a trouvé refuge. Le contact est enfin établi. La victime est une femme. Ouais, ça ira peut-être mieux, non les gars? C'est peut-être un peu plus propre. Elle se prénomme Turkan. Évitez de faire trop traîner par terre quand même, gardez-le sur proximité là. Ça y est, ça y est. Attention, attention, attention. Attention les gars, elle va sortir là, attention. Poussez-la, faites-la passer ici, faites-la passer, réceptionnez. La vieille dame était propriétaire d'un 4 pièces au premier étage de l'immeuble, qui en comptait 5. La nuit du séisme, 8 personnes dormaient dans son appartement. Enfants et petits-enfants de Turkan. Pour le moment, ils ne sont pas repérés. À sa sortie grièvement blessée au bassin, Turkan est partagé entre la joie de revoir la lumière et la douleur d'avoir perdu ses 2 filles aînées. Ici, là. Là. Est-ce que ça fait mal quand je lui appuie? Oui. Niye su vermiyorsunuz? Şimdi şoktasınız da o yüzden. Beni mi getirdim? Sana benziyordu. Ce que j'aimerais savoir, vous pouvez poser une question pour savoir? Si c'est possible, idéal, ça se passe. Ce que j'aimerais savoir, moi, donc à part la fille qui est avec elle, est-ce qu'elle a entendu d'autres bruits ou quoi que ce soit? Kızımızdan başkasını serpildiniz mi içeride? İki kızım. İçeride ses sorunum. Yok. Hiç ses duymadım. Hiç ses duymadım. Çağırdım onları gece gündüz. Sesler duvar geldi. Elle avait 2 filles et une petite fille. Ouais. Elle les a appelées sans cesse, mais elle n'a rien entendu. Ok, d'accord, ça marche. Merci. Un, deux, il va falloir transporter. Ok, il va falloir la transporter donc ici, la faire passer ici au-dessus du trou. Ok, on va la récupérer ici, on va la porter sur les bulles, comment sur l'échelle. Dans cet enfer de béton, 2 autres personnes, 2 petits-enfants de Turkam, seront eux aussi extirpés vivants. Déjà 30 heures sur place et toujours pas de vraie nuit de sommeil. Seulement quelques instants de repos volés entre 2 interventions. Car à Yalova, il faut faire vite. Chaque minute compte pour arracher encore quelques survivants à ce champ de mort. Aujourd'hui, ça fait du bien d'avoir du résultat positif, quoi, parce que... J'y croyais plus, on était démotivés, quoi. Bah, hier, on a fait que ça, nous, que des morts. Hein, donc aujourd'hui, pouvoir sortir ne serait-ce qu'une femme, ça remonte, quoi. Ouais. C'est les gens qui viennent nous dire merci aussi, ça c'est... T'amènes à boire et tout? Hier ça partait mal, puisqu'hier soir, ils commençaient à râler et à nous dire qu'on faisait pas notre boulot parce que le bâtiment il était trop dangereux et puis on n'était même pas sûr d'avoir entendu quelque chose.
Mais aujourd'hui, ça va, c'est... Et le mec hier il râlait à cause de ça justement, parce qu'on ne détectait pas les morts et tout, on cherchait pas les vivants. Moi je suis content qu'on n'ait pas allé les chercher les morts, hein, parce que c'est pas... Il n'y a pas d'intérêt à risquer sa vie pour un mort, quoi. Aucun intérêt, quoi. Pour eux peut-être, je comprends, mais pour eux peut-être c'est important. Son frère, Pour nous c'est pas... c'est pas normal. Après-midi du 3e jour, les autorités turques créent la surprise. Prétextant d'éventuelles épidémies, elles viennent de donner l'ordre de raser les décombres. Pourtant, dans la ville, aucun cas de choléra ou de dysenterie n'a encore été signalé. L'armée boucle la zone et en interdit l'accès aux habitants. Seuls, démunis de tout, face à ces montagnes de gravats sous lesquelles étaient ensevelis leurs proches, les habitants ne comprennent pas. Pour eux, il y a peut-être encore des survivants. À bord d'un bus, le capitaine Groth décide de sillonner la ville. Il quitte les artères centrales pour tenter de repérer de nouveaux chantiers sur lesquels ces hommes pourraient travailler. Pour eux, il n'est toujours pas trop tard, ils veulent y croire. Voilà, et c'est un Français qui était là, il m'a dit les personnes qui étaient dedans ont sorti, on a retrouvé des trucs accidentés. Ok, d'accord. Donc il y a logiquement personne. Donc il n'y a plus personne en dessous. Là-bas, ici, il y a encore des maisons boulées là-bas au fond. Au fond, il y a ces deux bouts. Il y a qu'une qui se regarde derrière la maison de briques sur votre droite qui est couchée. Ok, d'accord. Voilà. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est on va s'arrêter à peu près à hauteur... Du camion rouge, là. On va s'arrêter à hauteur du camion rouge, d'accord. Et ensuite, après, on va débarquer, on va aller voir un peu les personnes là-bas sur le truc. On va aller demander s'ils ont quelque chose de particulier. Là, on est dans une phase où, je dirais, ça fait maintenant... qui est un peu plongeante, ça fait plus de 12 heures maintenant qu'on n'a pas retrouvé une personne, donc c'est un peu rageant, ça démobilise les gens. Il n'y a plus cette niaque qu'on avait il y a moins de 24 heures où on était, je dirais, à 100%, même 150% lorsqu'on savait qu'il y avait des gens en dessous qui parlaient et qu'il fallait certes bosser durement, mais en tout cas, on savait pourquoi on bossait durement. Systématiquement, chaque recoin de l'immeuble est sondé. Les secouristes savent qu'après leur départ, tout sera rasé. Peut-être c'est une poupée. Le bec, on va il est gros là. Parce qu'on regarde la tête, elle est bien déformée. Si c'est quelque chose, c'est décédé. On retire la canne. En matière de séisme, une terrible équation. Plus le temps passe et plus les chances de retrouver les survivants s'amenuisent. Il faut alors savoir motiver les troupes. Dans une des 3 villes ou 4 villes qui ont été touchées, peut-être dans 2 jours, il y aura des gens qui vont, il y a peut-être des gens qui vont découvrir une personne en tirant les cailloux, les machins, etc. Ils vont peut-être en découvrir une, j'en sais absolument rien, quoi. Et c'est fini. Ouais. À 99%, c'est fini maintenant. Faut pas se foirer. Donc il faut pas se décourager. On est là pour bosser, on est là pour essayer d'en trouver. Si on en trouve une, tant mieux. Et si on n'en trouve pas, vous aurez fait votre boulot. On peut pas vous reprocher de pas avoir fait votre boulot. Et je sais que c'est quand même frustrant, je le sais. Ok. Allez, on y va. Depuis maintenant 3 jours, Yalova enterre ses morts. Inlassablement, des bulldozers creusent des tranchées pour préparer des tombes. 40 imams se relaient en permanence. Face au drame, dans cette atmosphère d'urgence, la ville a dû renoncer à toute cérémonie. Les corps sont enterrés à la chaîne. Samedi 21 août, le détachement de la sécurité civile est à Yalova depuis 4 jours. Dans le quartier du stadium, un père de famille assure avoir entendu des cris alors qu'il déménageait son appartement. Il est certain que ses 2 filles sont vivantes. Le capitaine Groth et une section se rendent sur place. C'est ici, à 2 étages en dessous de nous. Mes 2 filles dormaient dans ce coin. Nous avons entendu des voix à ce niveau-là, juste là. C'était des prières, ma fille cadette connaît parfaitement ces prières. Et donc la chambre est dessous là. Dessous. Mais vous êtes 2 étages en dessous. Donc 2 planchers. Ouais. Et ils ont entendu où prier? Là, juste en dessous de nous. Ici, oui. Première étape de la recherche, un chien fouille les décombres. Descends.
n'a pas repéré de survivants. Il n'a rien marqué. Le berger allemand est visiblement perturbé par l'odeur des cadavres. Dans le doute, une écoute et une inspection vont être tentées. On va tenter l'écoute. L'écoute ne donnera rien, mais les sauveteurs ont trouvé une faille sous le balcon de l'appartement qui s'enfonce dans les décombres. C'est peut-être une poche de survie, un homme s'engage et par le trou, il introduit une caméra endoscopique. Ah, mais là, c'est du fer à béton, vous voyez. C'est du fer à béton, ça. C'est de la ferraille, hein. On va essayer d'élargir un peu. C'est du fer à béton, vous voyez, là. Ouais. C'est de la ferraille, ouais. Ouais, c'est peut-être le matin, ouais. Ouais, essaye d'avancer encore un peu, si tu peux. Ouais. Ouais, ok. D'accord, stop. Ouais. Attends, stop. Décédé. Hein? Delta Charlie Delta. Mort. Pas de poupée alors? Non, il y a la poupée, mais il y a autre chose. Charlie Delta. C'est où la forfait? Oui. Bon, t'expliques aux militaires qu'on a trouvé ce qu'il fallait. C'est fini. Biz gerekeni bulduk ama negatif. Yok. Canlı yok. Bak be amca. Il ne croyait pas, on a dû lui montrer. C'est pas ça d'habitude, mais là c'est. Bon, il s'y attendait, je pense, parce que ça fait. Et là, c'était quand même dur. Il n'y aurait pas comme un jour qu'on lance ça. Et c'est si dur de. Enfin, je pense que j'ai plus de mal à lui dire que. Enfin, lui laisser s'y attendre que moi, pour un père comme ça qui a d'espoir, et lui dire que c'est fini et que. C'est mort. Attendez. Faites couper les moteurs là! Oh, silence! Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai entendu, chef. J'ai entendu. Hey. Faites faire silence à tout le monde là. Ça bouge. Ça bouge? Hein? Ça colle pas. Alors. Ce qui m'inquiète, c'est que ça sent rien. Pour ça, je peux faire un contrôle. J'ai la main. Ouais, ça y est, c'est parti. Attendez, poussez-vous les gars. Faites faire silence. C'est bon. Non. Vous avez le conducteur en main là, un bruit, on l'a vu. Ouais, mais est-ce que c'est pas de l'autre côté? Essayez de faire le tour de l'immeuble pour voir s'il y a personne. Il y a une fille là. Oh! Ouais. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Bon, elle est loin par contre. Hein. Viens, tu vas essayer de lui parler, viens. Attends, j'envoie l'interprète, il va lui parler. C'est vous les gars. Ça m'entend très faiblement. Mais il y a trop de bruit, il faut qu'il se taise, bon sang. Essaye de lui parler. On va venir. Tamam güzelim, geliyoruz. Seni almaya geliyoruz. Güzelim, sen iyi misin? Tamam canım, seni almaya geliyoruz. Tamam bir tanem, sana ne istersen alacağız. İsmin ne güzelim? Merve, biz kurtarma ekibiyiz. Seni kurtarmaya geliyoruz, kımıldama canım. Elle dit que ma soeur elle est morte. Hein? Elle a peur. Sa soeur est là, elle est décédée. Sa soeur est juste là. Sa soeur c'est sûr, elle est là, elle est morte, je l'ai vue. Demande-lui si elle peut bouger. Senin diyorum, ellerin, ayakların kımıldayabiliyor mu? Ouais, elle bouge tout. Elle peut tout bouger. Ok, bon, on va y aller. Tu lui dis qu'elle se rassure et qu'on arrive sur elle. Merveciğim bekle, geliyoruz seni çıkarmaya. Alo şef. Yaşıyor. Merve. Le radiateur, la brique là, rouge là, qui est dans le coin là, on peut pas la péter là? Non mais ça sert à rien parce que derrière il y a une grosse armoire. Donc il vaut mieux tomber. Et puis le radiateur, on pourrait le prendre dans l'angle et le tirer là. Il fait quoi là? Il essaye d'enlever la pierre qui bloque le radiateur par le dessus. La pierre de merde là? Ouais. On l'a. Et maintenant, On l'a.
Attention, chef. Allez, ça va, ça va. Elle arrive, on a vu son tour. Lumière. T'as arrêté de marcher sur ce rallonge. Et tout le monde attend, tout le monde s'écarte. Faudrait un peu plus de mou, chef. On vient, on vient. C'est bien. Alors. Allez, allez, allez. Eh, vous nous la rétablissez, cette lumière ou non? L'interprète, s'il te plaît. Demande-lui si elle arrive à passer ou si elle est coincée. Sinon, on va la chercher. Hein. D'accord. Merveciğim sen ilerleyebiliyor musun? Sinon, on va la chercher. Hein. Gelir mi seni almaya? Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle arrive, elle arrive. C'est bien. Elle va sortir. Dis-lui c'est bien, dis-lui c'est bien, elle arrive là. Tamam Merve, güzel, çok güzel. C'est bien, allez. Il y a un truc pour la coucher là. Après. Oui, On arrive. Merveciğim geliyoruz, geliyoruz. C'est bien, c'est bien. Dis-lui que c'est bon. Sen geliyor musun? Dis-lui qu'elle est c'est bon, hein, y a pas de Tamam problème. Merveciğim biz de geldik güzelim. Donne-moi ta main. Voilà. Ah, top, 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 on lui fait mal là. C'est bien, oui. Ah, Bilan, tu peux. Oui, c'est bien. C'est bien, petite. Allez, c'est bien. Attends. Rabi est là, elle est dévêtue. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bon, c'est bon. Allez, couvrez-la, couvrez-la. Ok. Allez, on couvre. Fermez l'écran, tout vide. Pousse-toi maintenant. C'est bien, c'est bien. Demande-lui, c'est bien. Quelque part. Attends, ferme un peu. Merveciğim bak beni güzelim. Telefonu arıyor mu güzelim? Hayır, hayır bana verme. Elle a réussi à s'extirper. Günlerden de bugün. Tamam güzelim. Sen şimdi telefonu arayayım, tam onu söyle bana. Deprem oldu. Annem burası seni bekliyor bir tane bak. Annem bu hepsi dışarıdalar. Tamam güzelim. Su istiyorum. Tamam canım, su vereceğiz sana. Tamam, suyu biraz yavaş yavaş vereceğiz. Babayı istiyoruz. Yüksel. Kalk, kalk. Bir şey olmadı. Kalkma. Otur abi, otur. Bir şey olmadı bana. Su istiyorum baba. Peki. Babacığım benim bir şey olmadı. Bana bir şey olmadı. Başını ağrı. Tamam. Bakın. Söyle. Gözlerimin önünde bir şeyler var. İlk eşlik şu zamanı istiyor. Bırak. Attention pour lever. Levez. Mervé est la dernière victime que les sauveteurs français sortiront des ruines de Yalova. Retour au camp des sauveteurs français dans le lycée de la ville. Après 4 jours passés sur le terrain, les 60 militaires prennent pour la première fois leur repas tous ensemble. Signe que la fin de la mission est proche. Au menu, des fruits et des légumes frais, dont des habitants de Yalova, qui améliorent l'incontournable ration de combat. On a enlevé peut-être quoi, 10 cm de déblai. 10 cm, c'est rien 10 cm. Hein. J'ai entendu les bruits. On a entendu une petite voix, on s'est dit c'est pas possible, ça vient de dehors, on a fait arrêter tout, le groupe Stanley, tous les gens dehors, on a fait que tout le monde s'arrête de parler. Puis on a entendu la voix de la petite fille. Je crois que là il est... On s'est regardé et on a dit allez hop, c'est parti. Là c'est parti. Je crois qu'il aurait fallu rester plus de 2 ou 3 jours à mettre pour la chercher, pour la récupérer. On serait tous accrochés pour la sortir de là, quoi. Je te dis, il faut que j'aille. De toute façon, si c'est pas moi qui... Je suis là pour ça. On est là, on est engagé pour ça, c'est notre boulot, on aime ça. Donc on peut pas reculer quelque part, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire on n'y croit pas, quoi. Le peuple, des fois, il nous le demande, il nous dit mais vous croyez encore trouver quoi? Oui, nous on croit. Après, on va voir. Notre but, c'est de foncer. C'est quand tu ressors du trou, après tu regardes le truc. C'est quand t'es sorti, tu te dis c'est pas possible, t'es rentré là-dedans, c'est vrai. On a essayé de demander de pouvoir faire une photo avec le nourrisson qu'on a sorti. On a essayé de contacter la famille là. Celui qu'on a sorti là, bon, dessus du trou. Celui qui est resté 17 heures. Celui qu'on est resté 17 heures. 17 heures de chantier. La main là. Ouais, il va très bien. Le chirurgien il a appelé hier le médecin là, et
tout se passe bien, il est revenu à lui, nickel, quoi, par la main. Vous pensez que vous serez récompensé? On s'en fout. Voilà, alors là, nous, notre récompense, on l'a eu, on a sauvé des vies. Elle est là. Nous, on a sauvé des vies, c'est notre travail, c'est de sauver des vies. Maintenant, on l'a fait. Maintenant, le reste. C'est quoi une médaille? Un bout de papier, une plaque. Je préfère sauver une vie que d'avoir un placard de médaille. Une médaille, ça on préférerait avoir une photo de toutes les victimes et ce serait la meilleure satisfaction. Que dans 10 ans, par exemple, que nos nourrissons qu'on a sortis qui nous correspondent, ils disent merci pour ce que vous avez fait. Ça, franchement, ce serait la meilleure récompense qu'on peut avoir, quoi. Mais bon, le petit, vaut mieux pour lui qu'il l'oublie, quoi. Ouais, c'est ça. Tout le monde veut l'oublier. C'est des trucs comme ça, c'est pas rapide. Ça t'a personne de vivre ça. Les sapeurs en bas, les cadres de la première compagnie au-dessus. Dans quelques heures, ces hommes quitteront la Turquie pour la France. Retour dans leur caserne de Brignoles ou de Nogent-le-Rotrou. À Yalova, en 4 jours de recherche, 11 personnes leur doivent la vie. Mais avant de quitter la Turquie, une dernière photo. Un souvenir de plus dans le grand album de ces sauveteurs de l'impossible. C'était Sécurité civile, les commandos de l'espoir, un film de Philippe Poiret sur des images de Richard Puech, Cyril Danvers et